Bonjour Lado, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à 7 2022. Tu as commencé à écrire quand? J'écris un petit peu depuis toujours, comme beaucoup le disent, sauf que je jetais systématiquement tout ce qui était écrit. Mais depuis, on va dire, une dizaine d'années, vraiment, et depuis 8 ans, je publie des recueils sous forme imprimée et je les rassemble. J'ai des centaines et des centaines de carnets, mais c'est depuis 10 ans que c'est très très intense. Premier poème, premier recueil publié. L'Arbre de nerfs, c'est un ensemble de 360 poèmes qui est divisé en 4 livres. Et L'Arbre de nerfs est une quête de corps à travers la marche d'une nature. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Marina Tsvetaeva, la grande poétesse russe, Paul Celan, et principalement ces deux-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais eux. Comment tu écris, tu crées, tu construis ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? Oui, une approche poétique gère à travers les différents continents du monde, avec un sac à dos dormant sous un ciel libre, comme disaient les Allemands. Et j'ai toujours mon carnet avec moi, je peux écrire dans un train indien, veillant sur un feu en Sibérie, marchant, voilà. Un petit peu en toutes circonstances, je sais pas, dans le noir, c'est aucun, voilà. Est-ce que tu travailles sur tes poèmes ou tu les laisses tels qu'ils sont? Je ne les travaille quasiment pas, ça sort d'un coup. Moi, quand je regarde le monde, c'est des phrases entières qui viennent, c'est des poèmes entiers. Toutes les émotions, à chaque fois que je ressens quelque chose, c'est des phrases entières qui germent dans ma tête, des poèmes entiers. Par contre, je fais le principe de la fausse note, je relis et si je trouve une fausse note, et ben, du coup, là, je peux changer quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Elle est très vaste, on connaît forcément qu'une toute petite partie. En allant un petit peu dans différents pays du monde, l'Iran, en Inde, voyant comment est pratiquée la langue française, je veux dire par des francophones là-bas, elle est d'une richesse incroyable. On connaît presque rien n'est publié, et pas forcément les bons textes qui sont mis en avant ni publiés. Voilà. En Turquie par exemple, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, on ne connaît quasiment pas. Mais voilà. La traduction. Ce que je pense de la traduction, que c'est extrêmement périlleux, que c'est voué à l'échec, mais que c'est essentiel. Par exemple, les poètes que j'ai cités tout à l'heure, Paul Celan, même si je lis l'allemand, c'est une traduction. Marina Tsvetaeva, même si je lis un petit peu le russe, c'est une traduction. Et c'est eux qui ont changé ma vie. Donc voilà, même si c'est pas les meilleures traductions que j'ai pu lire, même si c'est pas... André Dubouché, c'est magnifique, Paul Celan, la manière de traduire. Marina Tsvetaeva, c'est moins bien traduit, mais c'est incroyable déjà. Et tu n'es pas seulement une poète, mais tu es une éditrice aussi avec Yves Wallet. C'est ça. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de votre maison d'édition, depuis quand, le nom, pourquoi ce nom-là, combien de livres, comment vous choisissez vos textes? D'accord. Les éditions Floem, elles vont avoir 7 ans. Floem, c'est Floès en grec, qui désigne l'écorce qu'on arrache pour écrire. Par analogie, ça désigne les peaux de l'homme et la peau des serpents. Ça a donné le mot libère en latin, qui a donné le mot livre en français. Au début, le livre, c'est l'écorce qu'on arrache pour écrire. Et il y a aussi le péage de philosophie dedans et le mot poème, notamment. On est 3, principalement, les éditions Floem, moi, Yves Wallet et Laurie Courtois aussi, qui était au début là pour la création. La particularité de Floem, c'est qu'on recherche une adéquation entre manière d'écrire et manière de vivre. On emmène ces livres un petit peu sur les différents continents du monde, on les présente, et une fois qu'on a présenté tous ces livres, qu'on les a portés, on part ensemble à plusieurs pour écrire à ce côté-là. Dans les textes, je cherche vraiment à défendre des personnes, cette manière de vivre poétique particulière et une attention au monde, donc des exceptions quelque part, des personnes qui ont une démarche particulière. On a maintenant à peu près 50 publications, 7 collections, des poètes, collection générale. Pensée, c'est entre philosophie et poésie. Monde, c'est tous les textes écrits par des auteurs francophones qui se rendent à l'étranger. Traverse, c'est de la traduction. Jeu est un autre, c'est des récits écrits par des musiciens. Fugue de vie, c'est des récits à 2 voix. Et enfin, lumière écrite, c'est photographie et texte. Voilà. Pour la sélection, on fait très attention, justement c'est le style d'abord, peu importe finalement si c'est en prose ou pas, c'est le style, la fulgurance de cette identité qu'on peut découvrir par le texte.
Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour les autres, oui, je pense qu'ils s'en rendent pas compte. Tous leurs actes poétiques, ils s'en rendent pas compte. On leur met pas en lumière, mais oui. C'est juste que c'est pas mis en lumière. Il n'y a pas quelqu'un qui leur montre que cet acte-là était poétique. Donc tu participes au festival de Sète depuis 7 ans, plus même? 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans. Ouais. Tes impressions en tant qu'éditrice, en tant que poète? Bah, c'est un vrai plaisir. C'est le possible des rencontres. Là, ces rencontres, ça c'est incroyable et chacun peut avoir son espace. Et le nombre de la programmation officielle qui est déjà très riche avec les traducteurs. Ensuite, tous les offs qu'il y a à côté, le fait d'être ensemble. Nous, on a une dizaine d'auteurs qui sont là pendant le festival. Ça crée quand même quelque chose de très particulier. C'est une joie en fait. Le lieu incroyable, la mer, c'était une île avant ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. L'Arbre de Nerfs, carnet 1-3. Peut-on séparer le corps et la nature de mon corps? Non. Un fusoir, je te désire, mais je le sais. La violence se fait seule, le corps se fait seul. Je saurai me déchirer, je m'égorgerai au printemps et des eaux, j'inonderai tes pieds endormis. Donc l'Arbre de Nerfs est un ensemble de 4 tomes de textes. Là on part à l'autre extrémité dans les tomes 4, 5, 6, 7. Pardon. L'arbre. Je regardais l'arbre et il songeait. Je suis de ton sang, les nervures et les sillages, et l'âge. Je suis ton sang, la mousse carnivore d'enfance. Ses séquelles comme des ruptures sur nos troncs, attirance de la foudre. J'ai conquis ce frère dans l'ombre, et il avait mes nerfs démembrés. Et la sève à la terre, à l'homme, sauvage terre entre nos dents, coule sur nos griffes. De la terre sur nos traits, au pourtour de nos ongles. Je te connais au sédiment, mes racines, entre tes nerfs, noirs, dénudés. Plutôt un texte qui est une réflexion, c'est l'ouverture de ce dernier livre, Ainsi parlait Zarathustra, référence à Nietzsche, forcément, j'étais beaucoup en Iran aussi, qui a 2 entrées, Ainsi vivait Yvan Bouche d'Or de l'autre côté. C'est plus cette idée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être poète, errer aux 4 coins du monde, et on finira par un lieu qui t'est pas inconnu, tu verras. Citation au début de Marina Tsikaeva. Il ne s'agit pas du tout de vivre et écrire, mais de vivre, écrire, et écrire, c'est vivre. Être poète au XXIe siècle, quel sens cela peut bien avoir? Où sont les poètes, les chantres, les pythis, qui transcrivaient le monde avec la disparition du sacré dans nos vies? Quels sont ces êtres sur la surface de la terre qui se nomment encore poètes? Quels sont ces êtres errants qui n'ont d'autre existence que vivre poétiquement? Ces êtres faits de wanderers, arpentant la terre et la nommant, la pensant, la vivant, la traversant, la transcrivant, à la recherche d'origine et se retournant sur l'avenir. Et tant de ces êtres qui arpentent la terre, vivant au dehors sous un ciel libre, et traçant chaque jour les éléments qui m'entourent dans mes carnets, changeant sans cesse de langue, de mets, de religion, de vêtements, de faciès, entrant en les songes des différentes civilisations, je suis devenue Pythie, oracle, bouche d'or, architecte, sculpture du monde. M'adonnant à la transcription, donnant à vivre mes textes, psalmodiant pour les différents êtres de la terre, qui suis-je? Que suis-je devenue? Un homme m'arrêta un jour dans une rue de Constantinople et me demanda « Où vas-tu, toi? On dirait que tu es d'ici. » Voilà ce que je suis devenue, un être d'ici, un véritable fruit de l'errante terre, un errant. Le dernier ouvrage, il vient juste de sortir pour Sète, Viator. C'est une réécriture du mythe d'Orphée par la voix d'Eurydice. La musique tient une place très importante.
Toutes les cordes étaient de sésame rouillé, oxydé. Elle n'avait voulu ajouter une corde. Elle n'avait jamais voulu apprendre. Ils se contentaient d'une corde, monocorde de justesse. Ils se fondaient en l'humain, parmi les humains. Ils s'imaginaient de leur lire, de leur rire. Cela dura longtemps. Il y vit toutes les vieillesses. Sans vibration, les cordes sauvages déchiraient l'espace de leur silence. Intactes, elles se nommaient. Intactes. Fossile du premier cri égosillé, brisure du monde, son enveloppe. Un jour, il avait frôlé la terre. Une seconde corde. Son corps tremblant s'était mis en marche, parmi des âmes volées, en quelques ruines peuplées. On entendit une première voix, mais toujours, elle refusait l'ascension, confidence, sans accrescendo, confidence de l'autre audible. Le fossile, le corps, l'enveloppe, lui, vivait du premier. Il était caisse de résonance et chaque organe était le plus élémentaire, soliste orchestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.